Nombreux sont ceux qui s'interrogent. Après un silence de plus de 3 mois, les questions fusent autour de moi. Mais je ne suis pas de retour pour faire mon éloge. Je sais que 2020 a suscité autour de moi beaucoup de questions, et il est l'heure aujourd'hui de vous faire des révélations. Polémique de chantage sexuel par un soi-disant chroniqueur de TPMP. Publicité pour la marque Calvin Klein. Buzz autour des perruques pour hommes. Revenus engendrés avec le site OnlyFans. Conséquences de OnlyFans sur la vie personnelle de Simon. Rencontre amoureuse inattendue et annonce du couple avec Snake. Face cachée de la médiatisation intense de Simon. Polémique sur la masculinité suite à une pub Gillette de grande échelle. Buzz, argent, doute, dépression, silence. Simon Vandem fait son grand retour. Bienvenue dans l'interview Révélation. Bonjour à tous, je suis très heureux que Simon me prête aujourd'hui les clés de sa chaîne YouTube pour une interview Révélation. L'objectif de cette demi-heure ou plus qu'on va passer ensemble, c'est de vous donner toutes les informations pour savoir ce que devient Simon Vandem. Salut Simon. Salut Guillaume. Merci beaucoup donc de m'accueillir ici. D'abord une première question parce que c'est pas ta chambre. Où est-ce qu'on est là en ce moment ? Alors là, on se situe, comme marqué juste ici, on est au restaurant Cabaret La Crémaillère 1900 qui nous ont prêté ce lieu aujourd'hui. Et du coup, voilà, on est en plein tournage, quoi. On est en plein tournage, mais ils n'ont pas prêté ce lieu que pour l'interview, ils ont prêté le lieu pour un autre projet dont on parlera tout à l'heure. Exactement. Mais voilà, c'est l'art du teasing. Alors l'objectif de cette interview, ça va être de revenir sur ton année 2020, qui a été extrêmement chargée, chamboulée, et puis de parler des projets aussi de ton année 2021. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la manière dont 2020 a commencé pour toi. C'est avec une polémique sur TPMP, puisque tu as fait une vidéo où tu dénonçais du chantage sexuel sur quelqu'un que tu pensais être chroniqueur de TPMP. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire ? Alors, premièrement, j'ai juste raconté une soirée où il s'est passé des choses que j'ai trouvées assez déplacées. J'en ai fait une vidéo sur YouTube, pour évoquer notamment le chantage sexuel et des choses qui pouvaient se passer dans le milieu du show business, etc. De gens qui pouvaient profiter de la naïveté des plus jeunes. Il se trouve que ça a été très mal interprété et en fait, quand tu t'attaques ou tu commences à dénoncer des choses face à des grandes instances comme la télévision, un youtubeur, c'est vrai que t'as pas énormément de poids et ça a été vachement remis en cause ma parole. Oui, je cherche la réussite, après le buzz à tout prix, ça n'a pas de sens. Oui, ça a commencé à faire une petite polémique là-dessus. Quand tu parles de chantage sexuel en soirée, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui se passe ? Parce que le mot veut dire beaucoup de choses. Toi, concrètement, tu es dans une soirée, tu rencontres une personne qu'on va pas nommer parce que sinon on va avoir des problèmes. Exactement. Et qu'est-ce qu'elle te fait, cette personne ? En fait, ça n'a pas été forcément dans la soirée. Ça a été plutôt le lendemain, en fait, par message du chantage. J'avais un tournage qui n'a pas pu se faire. Et en échange de faire ce tournage, on m'a demandé des faveurs sexuelles. Enfin, du moins, on me les a sous-entendues de façon assez claire. Et toi, quand tu reçois ces demandes-là, comment tu réagis face à cette personne qui te dit, en gros, si tu veux tourner, faut faire ce qu'il faut faire, quoi. Choqué. Ouais. J'ai juste du dégoût, juste quelque chose de très choquant et que j'ai voulu aborder, qui est difficile aussi à aborder, parce qu'on a toujours tendance à valoriser le harceleur que la victime. C'était pas quelque chose de hyper choquant ou de hyper traumatisant pour moi, j'ai pas été traumatisé par ça, mais je trouvais ça important quand même de pouvoir en parler aussi. Et de nommer aussi les choses. Tu sors du coup une vidéo sur ta chaîne YouTube où tu présentes la personne comme chroniqueur TPMP, ce qu'elle n'était pas en fait à l'époque. Tu nommes la personne dans la chaîne, dans la vidéo ? Alors je l'ai pas nommé parce que c'est vrai que j'avais peur des répercussions. Et c'est vrai que moi je suis pas hyper entouré autour de moi. À l'époque j'avais pas une équipe autour de moi, etc. Et du coup c'est vrai que c'était assez stressant au final de le faire, assez stressant juste de parler. Ouais. Donc j'ai préféré ne pas... En fait, juste dénoncer ces faits-là et montrer aussi l'envers du décor pour avertir et sensibiliser plutôt de ce point de vue-là. Et prévenir aussi des dérives qu'il y a, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux, qui rêvent par exemple de faire de la télé-réalité et qui peuvent être abordés comme ça par des personnalités de ce type. Toi, à ce moment-là, tu es obligé de supprimer la vidéo. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Trop d'engouement sur Twitter, trop de remise en question de mes propos. Et en fait, j'étais pas forcément préparé à ça. Je suis quelqu'un qui angoisse assez vite. Et du coup, en fait, ça m'a angoissé qu'on me croie pas, qu'on remette en cause mes propos. À l'heure actuelle, je suis bloqué
Et puis il n'y a pas de nouvelles de cette personne, comme par hasard. C'est bien qu'elle a quelque chose à se reprocher. Tant pis si c'est pas passé, au moins j'aurais essayé d'en parler. Un mot sur ton rapport à YouTube aussi dans ce début d'année 2020. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se sont un peu détachés de YouTube, qui se sont concentrés sur Instagram, qui disent YouTube est pas assez rentable. Ouais. Toi, au contraire, tu préférais continuer à être sur YouTube et à poster des contenus sur YouTube. Pourquoi ? Oui et non. Oui et non, parce que en fait YouTube, ça fait quand même un moment que je suis pas vraiment hyper actif dessus. Je commence à perdre un peu l'envie en fait, parce que juste le YouTube lifestyle basique, vlog, vidéo dans ma chambre, c'est plus quelque chose qui me correspond. Et à 21 ans maintenant, bon, il y en a plein qui le font, mais moi j'ai envie de step up et de faire quelque chose qui me correspond. Je remets en aucun cas en cause ou je critique en aucun cas ceux qui font ça, juste je me vois plus faire ça. Et c'est pour ça que là, du coup, on travaille sur des choses plus conséquentes et qui me correspondent plus. YouTube, toi, t'es arrivé quand dessus ? 2018, je suis arrivé tard. D'accord. C'était déjà difficile là, de se faire un nom. Et puis après, j'ai pas été très régulier non plus, donc c'est vrai que ça n'a pas aidé forcément. C'était une relation tumultueuse. C'est ça. À cette période, tu fais aussi du mannequinat. T'as bossé pour Calvin Klein. Ouais. C'était quoi comme projet ? Du mannequinat, c'est peut-être un grand mot. Hein. C'était une campagne en fait de pub pour un parfum non genré, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc ça correspondait tout à fait aux valeurs que je véhicule sur YouTube et sur les réseaux en général. Du coup, j'étais trop content de pouvoir faire ça. J'ai fait ça avec un de mes photographes à Lyon. On a fait un super taf pour Calvin Klein, ils étaient hyper contents. Et puis moi, c'était une consécration un peu, une réussite un peu. Et c'est quoi, c'est juste une campagne d'influence ou tu étais vraiment pris en photo avec les flacons ? Non, c'était un mix des deux, on va dire, campagne d'influence, mais oui, on faisait des visuels avec... Donc c'était du mannequinat, on peut le dire. On peut dire que c'était du mannequinat, oui. Et c'était une fierté, j'imagine, à ce moment-là, de travailler avec une marque aussi prestigieuse ? Ouais, vraiment, parce qu'en fait, pour l'anecdote, tu vois, j'étais pas mal harcelé pendant mon lycée pour différentes raisons. J'ai toujours été très à l'aise, tu vois, avec mon corps. Et pour l'anecdote, en 2016, j'étais au lycée et je commençais à poster des photos en caleçon, en Calvin Klein justement. Et les garçons de mon lycée à l'époque screenaient, faisaient tourner sur Twitter pour se moquer de moi et tout. Surtout que mes photos, en vrai, elles étaient cool, tu vois, genre elles étaient cool. Là, on se foutait trop de ma gueule et tout, et puis au final, je me suis dit, c'est une belle revanche. Genre, quelques années après, je fais une pub pour Calvin Klein, et j'ai tout gagné. Heureusement que j'ai continué. Eux, ils deviennent quoi, les haters du lycée ? Pas grand-chose en général. Dans mes DM. Et puis il y a eu la période de confinement, parce qu'on continue comme ça à détricoter ton année. Et alors, quand on a préparé cette émission, c'est drôle, tu m'as dit, moi le confinement ça allait, je l'ai pas trop mal vécu. T'as fait quoi pendant cette période ? Alors, je suis parti à La Réunion. Ah oui, d'accord. Oui. Je suis parti à La Réunion. Allez, next. Je l'assume. Je suis parti à La Réunion. C'était un voyage qui était prévu depuis hyper longtemps. Je suis parti le 17, donc en fait, le confinement était à midi, je suis parti à 10h. Ouais. Donc j'étais réglo. À 2 heures près, c'était bon quoi. Ouais. Mais au final, j'ai été confiné là-bas et j'ai dû rentrer. Donc on a bien été vigilants là-bas. J'ai pu voir un ami et j'étais au soleil. Donc pour le début du confinement, ça a été. Et est-ce que tu as des projets justement qui étaient prévus de longue date pour les mois de mars, avril ou mai et qui sont tombés à l'eau ? Il me semble qu'il y a 1 ou 2 projets, mais tu vois, du coup, je m'en rappelle plus forcément. Mais je sais qu'il me semble qu'il y avait peut-être un ou 2 trucs. Et alors à ce moment-là, on est début 2020, dans cette période-là. C'est quoi tes sources de revenus ? De quoi tu vis à l'époque ? À l'époque, moi, tu vois, j'étais encore dans mon appart étudiant à Lyon. C'était encore ma famille qui m'aidait financièrement au niveau de mon appart. Et puis après, je m'en suis jamais caché. J'ai fait quand même pas mal de petits boulots à côté de YouTube. Donc il y avait YouTube, plus les petits boulots en intérim, etc. C'était quoi comme boulot ? J'ai fait tout, hein, les pires trucs, action, boulanger, enfin des trucs de manutention. Ouais. Voilà. Sur le terrain, quoi. Voilà, sur le terrain. Mais ça m'a fait de l'argent et puis ça m'a aidé sur le moment. C'est plutôt intéressant parce qu'en général, les youtubeurs, ils ont peut-être pas cette vision-là du terrain. C'est des gens qui sont peut-être dans des milieux un peu plus privilégiés. En tout cas, je fais pas de généralité, mais ça peut être beaucoup comme ça. Toi, c'était vraiment une connaissance du terrain. Enfin voilà, il n'y avait pas que YouTube dans ta vie, quoi. Il n'y avait pas que YouTube. Après, j'étais pas hyper assidu non plus dans les petits travaux, tu vois. Je vais pas te mentir. Tu t'es déjà fait virer de boulot ? Non, jamais. Par contre, j'étais hyper sérieux, tu vois, dans ce que je faisais. Parce que je faisais pas énormément de missions d'intérim non plus, tu vois. Parce que j'avais quand même envie de rester focus sur ma passion et mon objectif de YouTube. Mais c'est vrai que oui, il y a pas mal de youtubeurs, je pense, qui sont un peu déconnectés de cette réalité de la vie et ce monde du travail aussi. Et qui, du coup, je trouvais que c'était bien pour commencer
d'avoir aussi cet aspect travail. Et alors, en juin dernier, tu as fait ce qu'on peut appeler un buzz capillaire sur Ouais. TikTok et sur YouTube parce que tu as annoncé que tu portais une prothèse. Ouais. Et alors, moi, je dois le dire, et vraiment, je le dis aux internautes qui nous regardent comme je le pense, quand on te voit, c'est la dernière chose, et même quand on connaît l'histoire, on n'y pense pas du tout parce que c'est super bien fait. C'était quoi le point de départ de cette aventure chevelue? Comment tu as eu l'idée de mettre une prothèse? Ça a été une longue histoire, un long complexe, longue date, etc. Tu vois, long complexe, j'en ai déjà parlé un peu sur YouTube, enfin un peu beaucoup même. Ouais. Et puis voilà, il y a eu cette prothèse, ça fait déjà bientôt 2 ans que j'ai ça. Et puis après, en fait, je me suis dit, c'est vrai que moi, ça m'a tellement peiné pendant longtemps, tellement fait de chagrin et tellement de mal-être, que autant peut-être en parler, et puis si ça peut aider d'autres personnes à sortir de ça. Je me suis dit pourquoi pas en parler, et puis je ne cache pas qu'au niveau professionnel ça me rapporte un contrat aussi, et puis du coup c'est un contrat qui est positif, à la fois ça aide les gens et à la fois Ça t'aide toi. ça m'aide ça me fait vivre, et puis c'est cool. Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu penses à ta prothèse quand tu es comme ça dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu te dis, est-ce qu'ils vont voir que j'ai une prothèse? Est-ce que si, est-ce que ça, ou est-ce que tu penses pas du tout? Est-ce qu'ils vont voir? C'est pas du tout, j'y pense pas. De toute façon je l'édite partout, donc en vrai même si on le voit, balèque. Ouais, des fois je me dis vas-y, faut que je sois bien coiffé, mais comme des vrais cheveux, Ouais. pas de souci. Et alors moi j'ai 2 questions bêtes là-dessus. Vraiment, je sais pas si les gens te les posent souvent. Déjà, si on tire dessus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. C'est vraiment bien tu collé? veux, tu veux. C'est vrai, je peux le faire? Vas-y, ouais. Ah, Ça peut décoller peut-être un peu, tu vois, la ligne frontale. T'as touché ou pas? Non, ça a fait rire. ça a fait un petit décollement de la ligne frontale. Ouais, mais ça se peut, tu vois, je vais pas vous cacher. Mais sinon, en vrai, tranquille. Donc ça, c'était ma première question bête. Et ma deuxième question bête, c'est est-ce que sur la fin, parce que du coup c'est une colle qui est appliquée, ça dure un certain temps, est-ce que sur la fin, genre la coupe, elle peut se... En fait, j'ai testé 2 instituts de marque, et la première chez qui j'étais, ça m'arrivait à la fin, sur la fin, ça se décalait et tout. Ouais. Et là, j'ai changé, et du coup, je me suis mis en contrat avec cette nouvelle marque pour laquelle je suis géré, donc by Six, et j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Là-dessus. Bon, moi, c'est pas encore une question que j'ai de la main. Mais quoique, je pourrais, hein, peut-être. Ça ferait une coupe Tu un varies peu. les coupes et Ouais, tout. c'est ça. Ce serait un peu particulier. Et puis, on arrive au mois de juillet. Et là, c'est le basculement. Il y a une application qui arrive dans ta vie. C'est OnlyFans. Ouais. Comment OnlyFans arrive dans la vie de Simon Vandem? Comment OnlyFans arrive dans la vie de Simon Vandem? Tout bêtement, juste voilà, j'en ai entendu parler avant que ça fasse quand même du bruit. Ouais. J'en entendais parler, et puis en fait, comme je l'ai dit, j'ai toujours été à l'aise avec mon corps, etc. Et c'était une envie de le faire, mais c'est vrai que j'avais pas eu les couilles, on va dire, hein, de faire ça. Et puis en fait, il faut vraiment s'affranchir de tous les regards et de toute la pression qui est déjà énorme avec YouTube quand on s'expose. Et du coup, c'était vraiment le plus dur en fait de franchir le pas. Puis après, une fois que c'était fait, je me suis dit, c'est pas si horrible que ça en fait. Genre, juste, au pire, c'est ma vie, et puis ça me regarde, quoi. Il y a une chanson, oui, c'est ma vie, je la vis comme j'en ai envie. Je sais pas si tu connais, c'est Ouais. Princesse, je sais plus C'est quoi. ma vie, C'est ça. la vie, tu vois. T'avais pas peur, toi, de cette image que ça pouvait dégager OnlyFans, des fantasmes qu'il y avait dessus, du fait que des gens, tu vois, Nathalie Andréani, qui est un peu la papesse d'OnlyFans, Ah oui, elle décrit c'est ça vrai, comme de l'escortisme virtuel. Tout de suite, ça peut faire peur. Toi, ça te faisait peur? Ça me faisait pas forcément peur, parce que moi, je fais pas quelque chose de pornographique. Je sais que le porno est pas quelque chose de très accepté en France, donc si j'avais basculé dans quelque chose de comme ça aurait pu me faire peur. Mais là, j'avais pas spécialement peur. Je savais qu'il allait avoir quand même certaines répercussions, parce qu'on n'est pas dans le pays le plus ouvert d'esprit. Donc je le cache pas que j'ai perdu un petit peu de ma communauté sur le coup. Même si les gens étaient quand même plutôt très bienveillants, et plutôt des messages de félicitations et d'encouragement si ça me plaît, quoi. Ouais. M'encourager à faire ce que j'aime. Donc c'était plutôt positif quand même dans l'ensemble. Et alors, il y a beaucoup de fantasmes, tu parles de pornographie, de choses comme ça. Toi, qu'est-ce que tu mets concrètement sur ton compte? Qu'est-ce que je mets? Moi, c'est, ça, je l'ai dit et redit, toujours dans le sensuel, érotique à la rigueur, mais pas quelque chose de pornographique, parce que je me sens pas à l'aise de faire ça. Je fais vraiment seulement ce que je suis à l'aise de faire. Je me force pas à faire quelque chose que je suis pas à l'aise pour l'argent, parce que clairement, je me dénuderais au max. Je me ferais des couilles en or. Et tu les montrerais en plus. Voilà, je les montrerai. Peut-être je ferais comme mes dents, tu vois, je mettrais. Mais non, ça ne m'intéresse pas de faire un truc que j'aime pas pour l'argent. C'est pas ma philosophie. Donc voilà, je fais juste ce que j'aime, et puis voilà. Alors moi, je suis journaliste. Ma déontologie m'impose. Tu me dis que tu publies du contenu sexy, mais pas pornographique. Est-ce que je peux vérifier tout de suite? Allez, vérifions. C'est vraiment purement journalistique. Hein. C'est de l'enquête, du terrain.
Alors donc C'était ça c'est ton OnlyFans. Ouais, c'est mon OnlyFans. D'accord. Ah oui, ça commence bien. Ça commence bien. D'accord. Oui, c'est pas pornographique effectivement. C'est sexy. C'est sexy. Oui, c'est très sexy. C'est très sexy. D'accord. Il est à combien l'abonnement? Il est à 17,95 $. Très bien. Eh ben c'est noté. C'est noté. Non, je confirme effectivement. C'est la première fois que je vois ton OnlyFans. Ça va. Ouais. C'est artistique. Oui, par contre c'est artistique. Bon, après, je peux montrer les vidéos, etc. Parce que j'essaie de faire des vidéos aussi qui sont pas mal et tout. Mais je fais quelque chose assez quali, entre guillemets, pour. Les gens payent un abonnement, donc c'est normal aussi de justifier le prix. Et je comprends qu'ils s'abonnent. Le modèle OnlyFans, c'est à la fois les photos que tu viens de me montrer, mais il y a aussi ce qu'on appelle les médias privés, c'est-à-dire des gens qui vont te demander des photos en plus, des choses un peu exclusives et qui payent pour ça. Tu reçois quoi, toi, comme demande de médias privés? J'imagine qu'il doit y avoir des trucs chelous, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça arrive, il y a des trucs, des pieds, des trucs, mais c'est pas extrême. Ou alors, ça m'arrive vraiment 2-3 fois. Je sais pas, on m'a demandé que j'envoie mes caleçons par la poste. Et tu l'as fait? Bah non. Non, moi, Non, tu gardes tes Calvin Klein. Voilà, mes Calvin Klein, je les garde. Et puis, je sais pas, il y a une plateforme dédiée à ça. J'ai pas commencé à faire du Vinted. Chelou. Vinted caleçon. Vinted caleçon, non. Bah, tu lui commandes des caleçons sur Amazon et ça arrive direct. Sur ces demandes-là, par exemple, les photos de pieds, toi, t'envoies? Ouais. Je les sexualise pas du tout, donc limite, je sais pas, ça se trouve sur mon Insta, tu peux en trouver des photos. Donc c'est ton gros pied comme ça, posé par terre. Et ça plaît. Et puis, alors apparemment. Moi, c'est pas mon truc, mais je respecte ceux qui aiment les pieds. Ceux qui aiment, voilà, pourquoi pas. Ça arrive, hein, c'est mignon, un pied. Et alors, t'en as parlé un peu dans tes vidéos YouTube, et moi je repose la question. Ouais. Ça te rapporte bien, OnlyFans? Ça me rapporte bien, c'est variable. La période où j'étais médiatisé, ça m'a rapporté beaucoup plus. Là, ça se stabilise, parce que je suis en pause aussi. Donc, c'est vraiment variable. Ça fait quoi? Ça fait un bon salaire? Ça fait un bon salaire. C'est comme si t'étais. Est-ce que c'est un salaire comme si t'étais, je sais pas, assistant comptable, ou est-ce que c'est plutôt un salaire d'ingénieur, ou alors est-ce que c'est un salaire de chef d'entreprise? Je sais pas trop ces notions-là. Bon, c'est pas secrétaire, mais ça va être du 4 000 € par mois. D'accord. Ah, on a le chiffre direct. Ouais, on a le chiffre. Ah oui. Ouais, cash. Moi, j'ai pas de tabou autour de ça. 4 000 € direct comme ça? Ouais. Direct, c'est variable. Ouais. Mais autour de ça. Donc 4 000 €, ouais, c'est un bon ingénieur. Un bon ingénieur, je pense. Un bon ingénieur. Après, pour tous les efforts et tout. Le travail qu'il y a derrière. Enfin, c'est pas juste, puis même juste être actif sur un site comme ça, répondre aux messages, etc. C'est énormément de temps. Et à côté de tout ce que je fais déjà, là on le voit, on est déjà en tournage, c'est pas juste de l'argent facile. Ouais. Ton entourage, ta famille, tes proches, tes amis, comment ils ont vu ça? Un peu de surprise au début, puis après ils ont compris la démarche et si je fais ce que j'aime, ils sont contents. Et puis ils ont compris aussi que c'est une façon de me réapproprier mon corps, tu vois, on me sexualise beaucoup sur internet. Et puis de tirer quelque chose en fait de ce côté négatif, c'est-à-dire un apport financier, puis même m'épanouir sur une plateforme où il n'y a pas de censure. Et alors ce qui est drôle, c'est que tu es devenu un peu l'ambassadeur OnlyFans. Je crois qu'un des premiers médias que tu as fait, c'est Brut, où tu as raconté ton quotidien. Tu as fait quoi d'autre comme média? Fun Radio, Le Move, Libération, Le Point. Pourquoi il y a eu cet engouement médiatique autour de toi? Tu étais un des premiers jeunes hommes à assumer, c'est ça? En fait, je pense que y avait OnlyFans, ça existe depuis un long moment, mais des personnes qui s'exposaient déjà de base, qui avaient une petite notoriété. Tu vois, moi, avec YouTube, j'étais le premier sûrement à faire ça. Et c'est vrai que du coup, ils se sont tous tournés vers moi. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut que être bénéfique, tu vois, du côté professionnel et contact, tout ça, donc pourquoi pas. Donc ça a donné un boom de visibilité, j'imagine que ça a augmenté aussi ta notoriété sur OnlyFans, ton nombre d'abonnés, mais dans le même temps, tu as subi des vagues de harcèlement, comment ça s'est matérialisé? Parce que ça a augmenté ma notoriété sur OnlyFans, certes, mais surtout ma notoriété grand public, parce que YouTube, on peut pas vraiment parler de notoriété, enfin petite notoriété parce que tu as ton audience, mais là quand tu passes sur des médias à 5 millions de vues, des trucs comme ça, là c'est plus la même exposition et c'est plus la même pression à gérer, etc. Et du coup il y a eu une vague de haine assez énorme, des menaces de mort, des trucs vraiment très compliqués à gérer. Des gens qui disaient quoi, genre? De me suicider, des trucs homophobes aussi en même temps, parce que du coup ça fait double discrimination, tu vois. Ouais. Et des choses vraiment pas faciles à encaisser, surtout quand c'est par milliers, tu vois. Quand c'est 2-3 commentaires sous tes vidéos, ça peut passer, mais quand c'est par milliers pendant une semaine, puis que t'as plein d'interviews, puis que ça s'arrête plus,
c'est compliqué quand même. Puis en plus, c'est des commentaires qui sont postés sur d'autres pages, d'autres médias, les médias qui censurent pas forcément. Tu leur disais, toi, essayer de supprimer En fait, ils s'en sont pas rendus compte parce qu'il y en avait trop. Mmh. Il y en a qui se supprimaient automatiquement, je crois que les plus violents ça se supprimait, mais j'avais quand même les notifs des fois de mentions en mode si mon DM va te pendre, des trucs comme ça, tu vois. Comment t'expliques que les gens réagissent comme ça? Je sais pas, peut-être vu que ça rapporte de l'argent et que je m'assume, peut-être ça peut déranger. Et vu que je m'en cache pas, tu vois que c'est assumé et que je vois pas de raison de m'en cacher, ça peut déranger peut-être. Je le comprends en soi, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est dommage quand même d'en arriver là. Mais je pense que c'est juste des gens peut-être envieux ou qui sont pas ouverts d'esprit et pas tolérants. Et c'est dommage. Mais... Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces haters qui t'ont pourri pendant des semaines? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ça peut être rien, mais ça peut être quelque chose. Ça peut être juste que je leur souhaite du bien. J'espère que tout va aller bien pour eux dans leur vie et qu'ils vont réussir dans leurs projets, que je sais pas, qu'ils vont s'épanouir et qu'ils vont être plus dans l'amour de l'autre que dans la haine envers les autres. Parce que s'ils s'épanouissent, peut-être qu'ils n'ont pas envie de poster des horreurs sur Internet. Ouais, c'est ça. Bon ben, le message est passé. Un autre moment fort de ton année, on passe sur un autre registre beaucoup plus joyeux, c'est l'annonce de ton couple avec Snake Ninja. C'est ça. Raconte-nous un peu cette rencontre. Qui est Snake? Alors Snake, c'est un vogueur parisien. C'est vrai qu'au début, on était plutôt discret. Mais bon, on s'est douté que, à force d'être en soirée, on allait forcément de toute façon savoir qu'on était ensemble. Du coup, on a dit autant en jouer, tu vois. Et on a révélé un shooting pour l'occasion. On avait voulu faire un truc un peu sympa, un peu artistique. Mais en général, les gens ils font pas des shootings pour annoncer le couple. Ouais, c'est vrai. Non, après, c'est business aussi, on s'en cache pas, tu vois. Tant que c'est assumé, je vois pas où est le mal. Ça changerait à notre amour, il n'y a rien de fake ou quoi que ce soit. Juste, ça peut nous apporter à chacun, donc on l'a fait aussi. Mais après, il y a aussi la démarche artistique qui était primordiale pour nous. C'est un peu comme les couples royaux, quoi. Vous avez annoncé ça en grande pompe. Ouais, on a voulu faire un truc, voilà, une petite annonce comme ça et tout. On savait pas ce que ça allait faire, mais on l'a fait, quoi. Et alors, avant l'annonce, je pense que tout le monde est très curieux. Comment s'est faite la rencontre? La rencontre, elle s'est faite en soirée au Trocadéro, à côté de la Tour Eiffel, quoi. Et c'était une soirée cet été en plein air. Tu étais là d'ailleurs. À la Purple? À la Purple. Vous êtes rencontrés à la Purple? On s'est rencontrés à la Purple. Ah, c'est trop ouf, hein. C'est ouf. C'était laquelle de Purple? Je sais plus, c'était en juillet, c'était vraiment à la fin. Surtout que lui, il prend tout l'espace quand il danse. Je suis très fier de lui. Et je l'ai pas vu pendant cette soirée. Bon, j'étais peut-être un petit peu ailleurs, tu vois. Et puis en fait, à la fin de la soirée, je l'ai vu et puis juste on s'est parlé. Et puis on a décidé de se revoir, d'aller boire un verre. Et puis ça s'est fait naturellement. Très naturellement. C'était quoi ton passé amoureux avant ça? T'avais déjà eu des relations comme ça longues? Ouais, quand même pas mal. Autant des filles que des garçons, quand même plus des garçons, je te le cache pas. Mais ouais, ça a été quand même mouvementé. Et, voilà. Et là, ça va, c'est plus stable. C'est très stable. C'est très stable, on a emménagé ensemble d'ailleurs à Paris. D'accord. Vous avez emménagé quand ensemble? Il y a 2 mois de ça. D'accord. Et ça se passe bien? Il n'y a pas trop de... On se dispute un peu, mais je pense qu'en plus là en période de confinement, etc., oui. c'est vrai que c'est le passage obligé, je pense. Donc on n'en fait pas tout un plat et on sait que c'est peut-être la normalité. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a même plus de lieu pour sortir. Vous êtes tous les soirs ensemble, quoi. Tous les soirs, ouais. Bon, si ça se passe bien, c'est l'essentiel. Ça se passe bien. Un couple du confinement, c'est quelque chose qui ne semblait plus exister. Et alors justement, ensemble, vous avez signé une grosse publicité pour Gillette. L'idée, c'était de casser les codes de la masculinité. Comment ça s'est fait? C'est eux qui sont venus vers vous? Alors c'est eux qui sont venus vers nous de par Snake, de par ses contacts, parce que de base, il fait déjà du modeling, mannequinat. À côté du voguing. Et en fait, vu que le couple a eu une exposition, tu vois, genre dans la presse et tout, têtu, etc., même jusqu'aux States, tu vois, genre c'était dingue. Et du coup, je sais pas, ils nous ont repérés, ils ont bien kiffé le profil de notre couple. Et du coup, ils se sont dit, go, on fait ça avec vous. Et puis, on s'est retrouvés dans le métro. C'était incroyable. De partout, donc une photo en mode un peu couple, et justement, ça a redéclenché une nouvelle vague de haine, comme si tu en avais besoin. À nouveau des haters qui ont tapé à la porte? Alors là, c'était encore autre chose. Ouais, après, c'était moins difficile à gérer, parce qu'en fait, la publicité était dans le métro, mais également sur les médias sociaux, et à très grande échelle, parce que c'était en publication sponsorisée. J'arrêtais pas de les recevoir dans mes DM en mode waouh.
C'était très bien, hein, mais c'est vrai que ça a déclenché une énorme vague de haine aussi par rapport à tout ce qui est masculinité toxique, homophobie, transphobie, etc. Mais pour le coup, c'était pas dur à vivre parce que j'avais été habitué, entre guillemets, et puis j'étais pas tout seul à vivre ça. Du coup, on s'est serré les coudes tous entre nous, on s'est envoyé des messages aux personnes trans, aux personnes non-binaires, etc. Et on s'est soutenus entre nous et c'était cool. Donc ça a créé une vraie émulsion, une vraie communauté. Il y a eu aussi Rejet, ton clip. Ouais. Raconte-nous un peu ce projet. Alors Rejet, c'était le clip de lancement, donc mon précédent clip, le clip de lancement de la campagne pour Urgence Homophobie. C'était un appel aux dons pour Urgence Homophobie en fait. Et ça a été quoi le bilan de l'opération ? Alors on n'a pas eu les retours honnêtement qu'on espérait, pour 2 raisons. À ce moment-là en fait quand on l'a sorti il y avait l'attentat ou le meurtre de Samuel Paty. Donc il y avait un énorme bruit médiatique autour de ça. Le communiqué de presse n'a pas eu les retombées qu'on voulait. Donc, avec mon équipe et les chargés de communication, c'est vrai qu'on était un peu déçus par rapport à ça. Et il y a une autre raison, je pense aussi peut-être le côté OnlyFans qui a nuit un peu malgré moi à mon image. Et je pense que les gens ont du mal en fait à partager le contenu, même si tu fais quelque chose de super quali, de quelqu'un qui a un OnlyFans juste parce qu'il a un OnlyFans, comme si tu vois, j'étais plus humain ou que ça changeait ma personne, alors que... T'es devenu un OnlyFaner. Voilà, c'est ça, alors que pas du tout, tu vois, certes j'ai un OnlyFans, mais c'est quelque chose de très secondaire. Et puis il y a eu 2 autres moments un peu marquants. D'abord ta certification Insta et puis une nomination pour le prix d'influenceur de l'année au My Awards. C'était une fierté, ces 2 nouvelles ? C'était une fierté assez inattendue et à la fois un peu attendue pour la certification, parce que au vu de la médiatisation et tout qui était quand même assez forte, on m'avait prévenu, tu vois, que ça, enfin prévenu comme si c'était un truc de ouf, mais que c'était fort possible, et du coup j'ai dû monter, tu vois, un petit dossier quoi. Un dossier avec tous les articles de presse, interviews, télévision, les trucs comme ça. Enfin télé il n'y en avait pas trop, mais plus que radio, journaux et tout. La forte présence médiatique a aidé pour être certifié, donc c'était j'étais content, ça m'apporte plus que des chiffres d'être certifié, tu vois, c'était plus une crédibilisation de mon travail. Et je cours pas forcément après les chiffres, je préfère faire un travail qualitatif et qu'il soit reconnu et certifié que forcément courir après les chiffres et faire du buzz pour du buzz. Et du coup, c'était une consécration un peu, j'étais content, ouais. Et alors depuis la fin de l'année 2020, début 2021, c'est un peu le silence radio. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu prépares ? Par exemple, on l'a dit, on est ici dans un bar, dans un resto. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, des raisons personnelles. Comme j'ai expliqué, j'ai emménagé avec mon copain, donc Snake, et on est désormais à Paris tous les deux, en plein Paris, donc on a eu beaucoup de chance. Donc il y a eu ce déménagement qui a pris quand même du temps, de l'argent, de l'investissement, et puis des projets assez conséquents à réaliser. Et du coup, on a dû beaucoup bosser avec toute mon équipe, donc on est nombreux, pour du coup préparer quelque chose de lourd et préparer un retour qui soit qualitatif. Là, ce qui se passe aujourd'hui dans ce lieu, c'est le quelque chose de lourd dont tu parles ? C'est le premier des quelque chose qui vont arriver. D'accord. Voilà. Tu en dis un tout petit peu plus ou pas ? Je dirais que le silence est un bruit. Le silence, le silence, c'est un... On va tous taper ça sur Google, on va tomber sur des photos. À terme, qu'est-ce que tu veux devenir, Simon ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Je veux juste devenir moi et toujours être moi, voilà, évoluer, je sais pas, je vais me laisser porter par mes projets, par mes rêves, par mes quêtes, par mes passions. Et puis voilà, on va continuer dans cette lancée. Et puis peut-être du cinéma, peut-être de la chanson si j'arrive à perfectionner tout ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être, je sais pas, du théâtre. De toute façon, dans l'artistique, je pense, peut-être dans la télévision, dans l'animation. Je sais pas, j'ai plein d'idées et pour l'instant, c'est vrai que j'essaie de pas trop me mettre la pression. Voilà, j'ai plein d'idées et puis je me laisse porter pour l'instant. Advienne que pourra, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De l'épanouissement, du bonheur, des gens autour de moi qui sont heureux, épanouis, puis même ceux que je connais pas, qui nous regardent actuellement, du bonheur pour tous, des réussites dans les projets de tout le monde, dans les miens y compris. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mais ouais, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup Simon pour ce moment que tu nous as consacré. Merci à toi Guillaume, merci pour ton talent, merci pour ton énergie et pour ton temps. Ça m'a fait très plaisir. Et on va se quitter avec, pour les internautes, avec une petite vidéo teaser du projet secret que tu as fait ici. Et ça sort bientôt ? Ça sort très prochainement. Je pense que la date sera dans le teaser. Parfait. À bientôt. À bientôt Guillaume et merci encore. Le silence est un bruit. Simon Vandem, Le silence est un bruit. Le clip événement, prochainement.